Enda Ayari, bonsoir. Alors, déjà à l'époque de votre premier livre, vous révéliez avoir été victime d'un viol par un homme dans un hôtel à Paris, un intellectuel musulman que vous appeliez Zoubeir. Mais en octobre 2017, dans l'élan du mouvement Balance ton port, vous affirmez qu'il s'agit de Tariq Ramadan. Vous portez plainte contre lui. Cette histoire, vous la racontez aujourd'hui dans un livre intitulé « Plus jamais voilé, plus jamais violé », publié aux éditions de l'Observatoire et dans Salut les Terriens. Alors, vous racontez votre dépression en 2010, après votre divorce d'un mari salafiste. Vous vous retrouvez au chômage, sans logement, vous avez perdu la garde de vos enfants, vous n'avez pas encore abandonné à l'époque le salafisme, et vous contactez Tariq Ramadan pour savoir s'il faut enlever le voile pour trouver du travail. Et là, vous entamez, avec Tariq Ramadan, un certain nombre de conversations sur Facebook. Quel type de conversation à l'époque? En fait, lorsque je l'ai contacté, c'était surtout pour lui poser des questions par rapport au fait que j'étais contrainte de retirer le voile pour trouver du boulot, ouais, pour pouvoir récupérer la garde de mes enfants. Et donc les questions, j'en ai profité pour poser des questions, surtout religieuses en fait. Ouais. Moi, il faut savoir que j'étais embrigadée et on ne sort pas comme ça d'un embrigadement. Donc j'étais persuadée que si je retirais le voile, j'irais en enfer. Ouais. Et j'avais besoin d'être rassurée par rapport à cette épreuve. En juillet 2011, vous récupérez la garde de vos enfants, vous êtes reçu à un concours administratif, La République vous donne votre chance, et là, vous publiez sur Facebook une photo avec les cheveux détachés, du rouge à lèvres, et vous dites que Tariq Ramadan vous reproche le côté sexy de la photo. Tout à fait. Donc en fait, c'était la première fois que lui m'envoyait un message sans que ce soit moi qui le contacte. Ouais. Et puis finalement, il me dit ce que vous faites, c'est très mal. Et là, j'étais surprise. Je lui ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et il m'a dit cette photo. Ouais. Cette photo, elle attise le désir des hommes et c'est un péché. Voilà. Le problème, vous le dites, mais il n'y a pas de preuve de ça. Il y a une enquête qui est en cours par rapport aux conversations. Voilà. Alors, vous dites continuer à échanger avec Ramadan, qui vous propose un rendez-vous. En 2012, Ramadan vous invite à le retrouver après une conférence à Paris. Alors vous imaginez qu'il va vous inviter dans un restaurant, ce qui serait logique, mais il vous invite directement dans une chambre d'hôtel. Vous vous méfiez pas à l'époque? Pas du tout. En fait, quand il m'a proposé de le rencontrer, moi, j'étais heureuse parce que je me suis dit, je vais pouvoir avoir l'occasion de lui poser un tas de questions sur la religion, justement. Et puis, le connaître, c'était un honneur pour moi. Donc, j'étais très flattée. J'y suis allée comme si j'allais voir un grand frère, un guide spirituel. J'avais une totale confiance aveugle. Et c'est vrai qu'au dernier moment, il m'a proposé de le retrouver dans la chambre d'hôtel en prétextant qu'il y avait trop de monde dans le hall et qu'il risquait d'être dérangé, d'être reconnu. Voilà. Et donc, pour être plus tranquille pour la discussion, il m'a dit de le rejoindre. Il m'a donné le numéro de sa chambre. Il m'a proposé de le rejoindre. Vous allez le rejoindre dans la chambre. Voilà. Et là, selon votre version, il vous viole et il vous laisse un peu d'argent pour payer le taxi. C'est-à-dire qu'il vous considère un peu comme une prostituée. Voilà, donc en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que pas longtemps après que je sois rentrée dans la chambre, en fait, il m'a embrassée. Alors là, je me suis laissée faire et puis finalement, après, ça a été très rapide et très violent, très violent. Et en fait, il dit que vous n'étiez pas habitué à ce genre de sexualité, mais que c'est une forme de sexualité. Tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a reproché de me comporter comme une petite fille. En fait, quand il m'a vu pleurer parce qu'à un moment, il m'a étouffée, il m'a étranglée fort, il m'a tiré les cheveux, il m'a violentée. Et finalement, j'avais l'impression qu'il était habitué à faire ce genre de choses. Mais moi, c'était la première fois qu'on me faisait subir ce genre de choses. Alors après ça, vous continuez à entretenir des échanges sexuels épistolaires avec Ramadan. Pourquoi? Parce que
vous avez peur de le perdre? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu cet épisode traumatisant, je m'en suis voulu tout de suite. C'est-à-dire que j'ai culpabilisé et je me suis dit, c'est de ta faute, tu n'avais qu'à pas aller dans cette chambre d'hôtel et personne ne te croira. Et puis tu es responsable. C'était de ma faute en fait. C'est moi qui avais provoqué cette violence. Alors, vous ne revoyez pas Ramadan, vous décidez de vous rebeller, vous le menacez de porter plainte, vous parlez d'associer à votre plainte d'autres femmes. Et ça, c'est un argument pour la défense de Ramadan qui dit, en fait, vous voyez bien qu'il y a un complot, c'est-à-dire qu'elles sont toutes d'accord pour accuser Tariq Ramadan. Moi, j'ai réfléchi et j'ai commencé à faire des recherches sur lui. Et à ce moment-là, sur Internet, j'ai vu qu'il y avait sur des sites, des forums, des échanges de conversations de femmes qui se plaignaient de son comportement. Alors, et donc, j'étais persuadée qu'à ce moment-là, il y avait peut-être d'autres victimes et qu'il ferait sûrement d'autres victimes. Est-ce que vous aviez des contacts avec Christelle, qui est la deuxième plaignante dans l'affaire, avant de porter plainte ? Vous la connaissiez? Tout à fait. En 2012, en fait, quand j'ai fait ces recherches, on m'a mis en contact avec cette jeune femme qui, elle, m'a contactée, c'est elle qui m'a contactée sur Facebook en me disant qu'elle est au courant de ce que j'avais subi, qu'elle n'était pas surprise puisque elle-même l'avait subi quelques années avant. Et à ce moment-là, nous avons échangé pendant quelques mois sur Facebook. Nous ne sommes jamais rencontrés et ça a duré quelques mois. Après, je n'ai jamais eu de nouvelles de cette jeune femme. Alors là, vous dites que Ramadan vous menace de mort, vous et vos enfants. Je lui ai dit que j'allais déposer plainte contre lui parce que je trouvais que c'était vraiment très grave. Et à partir du jour où il a parlé de mes enfants, là, j'ai vraiment fait marche arrière. Parce qu'en fait, mes enfants, c'est mon point faible. Et j'ai tout fait pour le remettre en confiance et pour le persuader que je ne ferais vraiment rien contre lui. Alors, vous décidez de vous taire pendant des années, mais en novembre 2015, après le Bataclan, vous publiez ces deux photos sur Facebook. Tout à fait. C'était ma manière à moi de dire que je ne pouvais pas accepter ce qui s'est passé et dire voilà ce que j'étais et voilà ce que je suis devenue aujourd'hui. C'est l'époque du livre pour lequel nous vous avions reçu. Donc j'ai choisi d'être libre, publié chez Flammarion, où Ramadan s'appelle encore Zuber dans ce livre. On est bien d'accord. Mais quand arrive l'affaire Weinstein, l'affaire Balance ton porc, vous vous lancez, vous dites en fait Zuber, je ne l'ai pas dit à l'époque, mais c'est Ramadan. Vous déposez plainte contre lui et l'affaire Ramadan est lancée à ce moment-là. C'est vous qui avez déclenché l'affaire. Tout à fait. En fait, quand j'ai écrit le livre « J'ai choisi d'être libre », j'avais déjà raconté ce qui s'était passé et on m'avait conseillé d'en parler. Sauf que moi, j'avais très peur. Il fallait trouver un pseudo pour pas qu'il soit reconnu. Et finalement, j'ai été contactée par des gens qui l'ont reconnu, qui m'ont même proposé de l'argent pour mon témoignage. Attendez, là, c'est très important. Qui vous a proposé de l'argent? Une chaîne saoudienne qui m'a contactée au mois de juillet 2017, qui m'a proposé beaucoup d'argent, justement, parce qu'ils ont reconnu Ramadan. Ils m'ont dit qu'ils étaient au courant qu'il avait fait ça à d'autres femmes. Et j'ai refusé à ce moment-là en disant que je ne voulais pas de cet argent, que je n'étais pas prête à porter plainte ni à témoigner. Et quand il y a eu l'affaire Weinstein, j'ai eu comme un déclic, en fait, parce que je me suis dit, mais si ces femmes le font et nous conseillent de le faire, peut-être qu'il faut que je le fasse, peut-être que c'est le moment ou jamais, et que je n'aurai jamais d'autres possibilités qu'à cet instant. Et c'est pour ça que j'ai parlé. Tariq Ramadan nie le viol, évidemment. Il vous a bien rencontré, dit-il, mais au Bourget, après une conférence. C'est faux, totalement faux. Je ne suis pas allée au Bourget. D'ailleurs, dans sa déposition, il dit même que je portais le voile quand il m'a rencontré, ce qui est totalement faux, puisque quand il m'a rencontré, déjà, je ne portais pas le voile. Je postais des photos sur Facebook sans le voile, justement. C'était la période où j'avais vraiment commencé à retirer le voile. Alors, en revanche, vous recevez à l'époque des dizaines de témoignages de femmes disant avoir été victimes de Tariq Ramadan, à commencer par une dénommée Christelle, donc qui porte plainte. Elle est handicapée, cette femme. Elle a des béquilles et elle raconte que Ramadan a donné un coup de pied dans ses béquilles pour qu'elle tombe par terre avant de la sodomiser, de la violer avec un objet et de lui uriner dessus. Voilà ce que raconte Christelle. Hein. Oui. Alors, évidemment, à ce moment-là, la défense de Ramadan produit un billet d'avion en disant « mais il n'était pas là ce jour-là, il ne peut pas avoir fait ça ». Sauf que il n'a pas pris l'avion ce jour-là. Alors, Tariq Ramadan, à ce moment-là, est mis en examen. Il est incarcéré à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes parce qu'il est malade. Il a la sclérose en plaques. Donc il dit, j'ai besoin de sortir pour me soigner. L'administration lui répond non. On va vous soigner à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes. Voilà. Et il est toujours en prison, malgré les demandes répétées de ses avocats.
Tariq Ramadan, bien sûr, qui est présumé innocent. On est bien d'accord. Alors depuis, il y a eu de nouvelles plaintes. Il y a une escort girl qui est citée aussi, malheureusement pour elle, dans l'affaire du Carlton à Lille, l'affaire DSK. Je la trouve doublement courageuse parce qu'avec un parcours aussi difficile que le sien, Ouais. Pour qu'elle trouve la force et le courage de parler aujourd'hui, c'est que vraiment, elle a dû vraiment souffrir, beaucoup souffrir avec cette personne. Il y a une Américaine aussi qui porte plainte par téléphone. Elle appelle l'administration française des États-Unis en disant « J'ai été violée par Ramadan ». Voilà. Il y a une Suissesse aussi, mais là, tout ça est en train d'être étudié. Donc on ne peut pas trop en parler parce que c'est en cours. Voilà. Pour vous, Enda, la vie est devenue un enfer, j'imagine, non? Oui. Je savais que ce serait difficile, mais je ne pensais pas que ce serait aussi violent. C'est très difficile parce que vous êtes obligé de sortir déguisé avec un chapeau ou un bonnet, des lunettes noires. Ensuite, on crève les pneus de votre voiture. On met des excréments devant votre voiture. Oui, on m'a tout fait. Sur les réseaux sociaux, vous savez qu'on vous accuse d'être financé par le Mossad, qui sont les services secrets israéliens. Alors, le Mossad, il vous donne combien? Rien. 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 C'est faux. C'est totalement faux. Dès le départ, on a dit que j'étais payée par les sionistes. Et lui-même l'a dit sur sa page Facebook. Très rapidement, il a partagé une publication en disant que je reversais 5% des ventes de mon livre à une association israélienne. Donc ça a fait le tour des réseaux sociaux. Et je me suis retrouvée avec des centaines, des milliers de messages de personnes qui m'ont insultée, menacée de mort. Les haters ne vous ménagent pas sur les réseaux sociaux, c'est clair. Non, non. Et on me fait passer pour une menteuse, pour une mytho, pour une nymphomane. On a même dit que j'étais une ex-prostituée, ce qui est totalement faux. On m'a fait vraiment du mal. Est-ce que vous avez une protection policière? Non, je n'ai jamais eu de protection policière. J'ai eu des contacts avec la police qui m'ont expliqué que mon numéro de téléphone était classé parmi les numéros sensibles, que si j'appelais, il y aurait une intervention rapide. Mais c'est la seule chose qui est concrète. D'accord. Voilà. Alors, ce qui est pire, c'est que votre maman a décidé de se voiler parce qu'elle a honte de vous. Tout à fait. Donc en fait, ma famille m'a bannie. Je ne suis plus en contact avec les membres de ma famille. Malheureusement, en fait... Votre père ne vous parle plus, votre fils aîné non plus. Il vous reste votre fille de 16 ans et votre fils de 13 ans. Voilà. C'est ça, en fait, je fais honte. Je fais honte. On a dit que que le fait que je dénonce un violeur, c'était quelque chose de honteux. Et aujourd'hui, moi, j'ai peut-être brisé un tabou. Mais ça a commencé, cette histoire, avec votre mère. Vous avez 9 ans. Il y a quelqu'un qui vous commence à faire des attouchements. Et votre mère, au lieu d'engueuler le mec, elle vous engueule vous en vous disant c'est toi qui l'as excité. Vrai ou pas? Tout à fait. En fait, c'était mon cousin. C'était l'été de mes 9 ans. Il a fait une tentative de viol sur moi pendant que je faisais la sieste. Et donc, moi, je me suis réveillée. Heureusement, il n'a pas eu le temps de me violer. Quand j'ai été voir ma mère et mes tantes, ma mère m'a giflé et elle m'a dit c'est toi qui l'as provoqué. Et elle m'a insulté de pute à partir de ce jour-là régulièrement. Voilà. Alors, moi, je ne doute pas a priori, évidemment, de votre sincérité. Pourquoi le ferais-je? Mais le 24 mai dernier, au sujet de votre viol par Tariq Ramadan, vous avez dit, en fait, je me suis trompé, c'est une autre date, c'est un autre lieu. Voilà. Tout à fait. Et en fait, vous étiez un petit peu obligé de faire cette mise à jour, parce que quand on vous demande de décrire la chambre où vous avez été violé, la description est un petit peu erronée. Qu'avez-vous à répondre à ça? Comment, quand on est violé dans un hôtel, on peut dire c'était pas dans le 15e, finalement c'était place de la République? Pour moi, c'était pas clair. Ça faisait 5 ans. Je ne savais pas durant 5 ans si un jour je porterais plainte. Moi, j'ai vécu un événement qui m'a traumatisée, qui m'a bouleversée. Et c'est vrai que je suis une personne qui a un instinct de survie depuis mon enfance parce que j'ai été une enfant maltraitée. J'ai été une femme battue. Voilà. Votre mari, c'est la fille. Voilà, et une enfant maltraitée par ma mère. Et donc, depuis très jeune, j'ai toujours été une personne qui va de l'avant. C'est-à-dire, pour m'en sortir, c'est d'essayer d'oublier le mal pour avancer vers l'avenir et construire. Et donc, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu ce qui s'est passé avec lui, lui-même m'a dit, il faut que tu oublies ce qui s'est passé, tu te concentres vers ton avenir professionnel. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, ce que vous dites aujourd'hui, c'est que si vous ne vous souvenez pas de l'hôtel, c'est parce que vous l'avez enfoui d'une certaine façon. Voilà, et à un moment donné, il a fallu que je porte plainte pour me libérer. Et en fait, j'avais pas noté ce jour du viol, j'avais pas noté l'hôtel. Ce que je me souvenais, c'est que lui me parlait régulièrement de l'hôtel Holiday Inn. J'ai donné
tout ce dont je me souvenais aux enquêteurs. Et à partir du moment où j'ai vu les juges, il y a des choses qui n'étaient pas claires pour moi au niveau des dates. J'avais donné une date de mémoire, c'était le printemps 2012. Alors j'avais dit mars, après j'avais dit peut-être avril. Et puis finalement, quand je suis rentrée chez moi, j'ai passé toute une journée à faire des recherches dans mes papiers. Et je suis tombée sur un agenda de 2012. D'accord. Et sur cet agenda, il y a noté une date avec une adresse que j'ai immédiatement donnée aux juges en leur disant... ça doit être ce jour-là. Donc en fait, c'est une précision, ce n'est pas un changement de version, c'est simplement une précision justement pour essayer d'éclaircir l'enquête et surtout de faire éclater la vérité. Vous comprenez que la défense de Ramadan en profite, évidemment. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ça a quand même obligé cette histoire, Tariq Ramadan, à reconnaître qu'il avait commis des infidélités, ce qui est nouveau. Parce que quand on écoute Tariq Ramadan, en fait, c'est toujours le type qui trompe pas sa femme, qui est super sérieux, etc. Là, on voit quand même que ce n'était pas le mec le plus fidèle du monde. Déjà, c'est un point. C'est une victoire, déjà. Tout à fait. Il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Les personnes qui prônent la moralité, la vertu et qui en plus prônent un moratoire sur la lapidation pour les personnes adultères, lui-même, dans sa vie personnelle, n'est pas le meilleur exemple, on va dire. Voilà, ça c'est une chose. Même, en même temps, infidélité ne veut pas dire viol, on est bien d'accord. Tout à fait. Bon. Alors la prochaine étape, c'est la confrontation. Vous êtes d'accord pour une confrontation avec Ramadan, j'imagine? Bien sûr, et c'est très important parce que moi, ce que je souhaite, c'est qu'il reconnaisse ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il m'a fait subir. Enda, si vous aviez Tariq Ramadan en face de vous, là, maintenant, vous diriez quoi? Je lui dirais de dire toute la vérité, de s'expier de ce mal qu'il a fait et je veux dire, dans la vie, on a toujours la possibilité de rattraper ses erreurs, de rattraper le mal par le bien. Et pour moi, ce serait de dire la vérité et de reconnaître ce qu'il m'a fait. Parce que il sait ce qu'il m'a fait subir. Et les personnes qui le soutiennent sont nombreuses à me faire passer pour une menteuse. Lui-même le fait, son avocat. Et moi, jamais j'aurais fait ça pour de l'argent. J'aurais jamais risqué ma vie. Pour de l'argent, je veux dire, c'est pas possible. Quand on est maman, on a des enfants, et tout ce qu'on veut, c'est le bonheur de ses enfants. Et donc, je lui demanderai de dire toute la vérité.